C'est la deuxième fois cette année. Les armées russes et chinoises participent ensemble à des exercices militaires conjoints. En mai dernier, les deux marines et les aviations avaient lancé des manœuvres au large du Japon et de la Corée du Sud. Cette fois, elles sont menées en Russie. 50 000 soldats au total, venus également d'ailleurs, on va essayer de comprendre pourquoi, d'Inde, de Biélorussie ou encore de Syrie. Opération baptisée Vostok 2022, des manœuvres et des alliances qui inquiètent les pays occidentaux. Avec nous pour en parler, le général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue de la Défense nationale. Emmanuel Dupuis, vous dirigez l'Institut Perspective et Sécurité en Europe. Vous êtes actuellement à Bucarest, en Roumanie. Et Slimane Zeguir, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Général Jérôme Pellistrandi, est-on en train d'assister à une alliance militaire irréversible entre la Russie et la Chine ? Alors, si les plans de Vladimir Poutine avaient réussi, c'est-à-dire en fait un effondrement de l'Ukraine en quelques semaines et un changement de régime, ces manœuvres seraient quelque chose de grandiose et pourraient vraiment inquiéter les Occidentaux. Mais quand on regarde bien, ces manœuvres, elles sont quand même très ambiguës et les Russes ne sont pas dans une situation à jouer les gros bras. Alors bien sûr, on va voir ces images spectaculaires, mais c'est inquiétant pour Moscou. Parce 50 000 soldats, on l'a dit, c'est beaucoup. Alors, c'est à la fois beaucoup quand on compare, par exemple, à ce que nos armées occidentales sont en mesure de faire. Bon, mais on le voit, hein, le nombre est important. Mais ça veut dire aussi que ces soldats, au lieu d'être en Ukraine, il faut quand même faire les manœuvres avec ses alliés. Et ces alliés qui sont la Chine, bien sûr, l'Inde qui est un client traditionnel de l'industrie de défense russe, et puis bon, les Biélorusses, entre guillemets, c'est un pays client, enfin qui n'a pas trop le choix, et puis la Syrie aussi qui a besoin de l'appui. Mais très sérieusement, on voit bien que le contexte n'est pas à la fête pour les armées russes. Justement, Emmanuel Dupuis, ça veut dire quoi? Qu'il y a un message quand même que Pékin et Moscou veulent adresser, en particulier aux États-Unis? Oui, alors il faut toujours avoir à l'esprit que ce n'était pas la première fois que ces exercices ont lieu. Ils ont lieu tous les 4 ans. Et si l'on compare le dernier exercice, et le général Pellistrandi a parfaitement raison, on est en deçà de ce qui était déjà le cas en 2018, puisque là, c'était 300 000 hommes qui s'étaient exercés. Là, on ne parle que de 50 000 hommes avec des petits pays comme l'Azerbaïdjan, le Laos, mais des pays qui traditionnellement sont des partenaires parce qu'ils appartiennent à une organisation de sécurité collective, l'organisation du traité de sécurité collective. Alors, ils s'exercent ensemble, mais ils ne combattent pas ensemble, parce qu'aucun des pays de l'OTSC n'a décidé de participer à l'opération militaire spéciale, et encore moins la Biélorussie, qui prête son concours, mais qui ne participe pas sur le territoire. Donc, ça pourrait donner l'impression que c'est un message inquiétant, mais il est moins inquiétant qu'en 2018. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'en 2018, la Chine n'était que spectateur. Elle n'avait envoyé que quelques milliers d'hommes. Là, les forces chinoises sont beaucoup plus robustes. Elles sont dans une logique où elles envoient les 3 composantes, terre, air, mer. Comme vous l'avez rappelé, c'est non pas la deuxième, mais la 3e fois que les armées russes et chinoises vont collaborer ensemble. Exercice maritime que vous avez évoqué, mais surtout, on l'oublie, en janvier 2022, c'est nettement plus inquiétant, pour la première fois, les marines chinoises, les marines russes et les marines iraniennes se sont entraînées à proximité du détroit d'Ormuz, ce qui avait eu le don d'énerver les Américains. Donc c'est une nouvelle configuration, mais la nouvelle configuration est largement en faveur de la Chine, qui cette fois-ci profite de l'affaiblissement tactique, 50 000 hommes certes, 55 000 pièces d'artillerie, à peu près 160 navires, mais qui évidemment devraient théoriquement combattre en Ukraine. Slimane, la Biélorussie, cela va presque de soi, mais tout de même, pourquoi l'Inde, la Syrie, pourquoi associer ces pays au fond ? D'abord, tous ces pays-là ont comme point commun de posséder des armes russes, ex-soviétiques ou russes. Donc, en termes d'interopérabilité, et le général pourra très bien l'expliquer, il est beaucoup plus facile de coordonner, de mobiliser des armées qui ont les mêmes équipements et donc, d'une certaine manière, la même doctrine. C'est beaucoup plus facile de les déployer sur de grands théâtres d'opération. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce que j'observe dans ce rapprochement, qui est purement de circonstance, entre la Chine et la Russie, c'est que durant la guerre froide, l'Occident s'était basé sur la Chine pour affaiblir l'Union soviétique. Et l'alignement de la Chine sur l'Occident contre l'Union soviétique a été un élément décisif dans la chute de l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est un renversement complet d'alliance où la Chine
et la Russie, malgré leurs différends, y compris des différends de frontières, sont ensemble. Et ils sont ensemble, y compris dans les éléments de langage que les discours, aussi bien russes que chinois, répètent à l'envi en direction des opinions, non pas occidentales, mais latino-américaines, arabes et africaines, c'est de dire l'Occident, l'OTAN et tous leurs alliés ne représentent que 10% de l'humanité. Donc, ils ne sont pas qualifiés pour s'auto-décerner le titre de communauté internationale. Tandis que la coalition qui est mobilisée à partir d'aujourd'hui, elle, disent les Russes et les Chinois, représentent pratiquement 40% de l'humanité. Alors, en quoi consiste exactement, Général Pellistrandi, ces manœuvres militaires? En quelques mots, parce que... Alors, il y a toujours, on va construire des scénarios, c'est-à-dire il y a des ennemis qui, en l'occurrence, vont avoir une teinture très occidentale. Et puis, de l'autre côté, une coalition formée donc par ces pays partenaires. Et bien entendu, on sait qu'à la fin, eh bien, alors, il y a des exercices de déploiement de blindés. C'est vrai, juste, je vous coupe parce qu'on voit ces images qui défilent, on va rebondir quand même. C'est assez saisissant quand même. Il y a un gazon qui est... Enfin, c'est pas les grands défilés. Enfin, on imagine que c'est pas ce qui va faire peur à l'OTAN et aux États-Unis. Oui, mais il y a aussi ce message, il est aussi envoyé, ces images, elles sont diffusées dans cette communauté que vous avez évoquée. Donc, qui montrent quand même... Je disais parce qu'autant les défilés nord-coréens, voire chinois, font peut-être un peu impression, là... Bon. Oui, mais là, c'est quelque chose qui est très classique lorsqu'il y a des manœuvres. Hein. On est sur des espaces gigantesques qui permettent de déployer sans aucun problème des chars, des canons. On peut tirer... on va dire, des munitions réelles. Donc, c'est très spectaculaire. Bon, ça permet d'entraîner. Ça permet aussi, comme on le disait, bien sûr, de jouer cette interopérabilité. C'est-à-dire que, comme c'est les mêmes matériels et les mêmes doctrines, eh bien, on va avoir à côté d'un bataillon de chars russes, on aura son homologue chinois, syrien. Donc, ça renforce cette unité. Eh bien, ça permet, là, qu'on le voit avec le sous-marin, voilà, de belles images pour réaffirmer la puissance, notamment là, à travers ces images russes, dans un contexte qui est quand même pas très glorieux. Alors vous me dites oui ou non, Général, on va retourner à Bucarest, mais États-Unis, enfin d'un côté, Chine plus Russie, c'est plus fort qu'États-Unis militairement? Non. Non. Voilà. Et que l'OTAN? Non. Non. Bon. Voilà. Emmanuel Dupuis, vous êtes à Bucarest pour un forum sur la sécurité. Est-ce qu'on en parle d'ailleurs de ces manœuvres militaires conjointes qui se trouvent dans l'extrême-orient russe? Non, on n'en parle pas beaucoup. On parle par contre de la montée en puissance des forces occidentales sur le pilier oriental de l'OTAN. On parle de la montée en puissance de la présence française en Roumanie. On va passer de 700, ça a été rappelé par le président de la République lors du discours aux ambassadeurs aujourd'hui, à 1000 hommes. On parle beaucoup de résilience de l'Alliance Atlantique. On parle de l'agenda de l'OTAN, l'agenda 2030. Alors l'agenda 2030 pourrait d'une certaine façon faire écho aux opérations qui déroulent dans l'Extrême-Orient. Il a été précisé lors du sommet de Madrid que l'OTAN devait renforcer son partenariat avec 4 pays. La Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. D'ailleurs, les représentants de ces 4 pays étaient invités à Madrid, faisant de l'Indo-Pacifique et de l'Asie une zone d'intérêt stratégique. Justement, pardonnez-moi, Emmanuel Dupuis, Taïwan, comment Taïwan doit regarder ces images? On sait que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Taïwan redoute. Il y a eu un drone qui a été abattu ces dernières heures par des militaires taïwanais. C'est aussi ce contexte-là qu'il faut regarder. Alors, si l'on écoute le général Zhuang Cheng, qui est le chef d'état-major interarmé de l'armée populaire de libération, il faut effectivement davantage se préoccuper du côté de l'Asie que de l'Europe de ces exercices. Premièrement, parce que la nature des exercices donne un peu l'impression que l'on se prépare à s'entraîner pour une future invasion. Et on voit des images de Taïwan qui s'entraînent aussi. Hein. On voit des images pendant que vous parlez de Taïwan qui s'entraînent. La défense, alors évidemment dans une modalité interopérationnelle, la défense des communications maritimes, l'appui des forces terrestres lorsqu'il s'agit d'envahir un territoire, laisse à penser que les 146 km qui séparent la Chine continentale de Taïwan pourrait être évidemment dans ligne de mire de ces exercices qui se déroulent dans une vaste zone, ça a été rappelé, 7 millions de kilomètres carrés, 12 ou 13 lieux précisément, mais dans une zone sous tension. Sous tension avec les États-Unis par rapport à Taïwan, sous tension avec le Japon. Elle se déroule pas très loin de Sakhalin et pas très loin des îles Kouriles. C'est aussi un message adressé au Japon de la part de la Russie. Et rappelons que la Chine avait dit aux États-Unis de ne pas jouer avec le feu lors de la visite de Nancy Pelosi, la
présidente de la Chambre des représentants, qui est démocrate. Slimane, je me tourne vers vous. Emmanuel Macron avait dit, il y a 3 ans, nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. De là à couler sous les ponts, on le sait, la Russie semble déterminée à constituer un ensemble eurasiatique. Est-ce que c'est la fin du rêve, Lisbonne, Vladivostok, de ceux dont rêvent certains en tout cas? En géopolitique, on ne pourra jamais dire c'est la fin du rêve. Est-ce que c'était vraiment un rêve, un projet? Est-ce que c'était un rêve partagé? Bien qu'il y ait une unité culturelle dans cet espace. Non, ce que je voudrais dire, c'est que la Russie continue ce déploiement hors ex-espace soviétique, parce que la Russie n'a que 8 bases militaires à l'étranger. Pour la plupart, dans l'ex-espace soviétique, il n'y a que les 2 bases qui sont en Syrie, Tartus et Hmeimim, qui sont vraiment à l'extérieur de son ancien domaine. Mais par exemple, dans 2 mois, l'armée russe va refaire des manœuvres militaires avec l'armée algérienne à la frontière marocaine, près de Kolon-Béchar, dans la région où la France avait gardé une base pour des essais balistiques jusqu'en 1967. Donc c'est un périmètre extrêmement symbolique pour l'Algérie. Et donc il y aura des manœuvres entre parachutistes russes et algériens, des manœuvres qui ont déjà eu une première version en Ossétie du Nord l'année dernière. Général Pellistrandi, on va profiter de votre présence aujourd'hui pour peut-être vous donner votre sentiment sur l'état de la situation en Ukraine. Est-ce que vous pensez que la Russie, mine de rien, petit à petit est en train d'atteindre ses objectifs, ou est-ce qu'elle patine? Non, elle patine totalement. Il faut quand même être réaliste. Alors certes, ils ont réussi à conquérir une grande partie de Donbass, de ce côté-là, avec une relative efficacité. Mais cette contre-offensive à Kherson, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a du mal à comprendre, contre-offensive ou pas, il y a de la propagande des 2 côtés. Bien sûr. En fait, si on se place du côté ukrainien, bon, la chute de Kherson et de cette part de la rive droite du Dniepr a été très rapide de début mars. Bon. Et donc, l'objectif des Ukrainiens, d'abord, il ne reste à peu près que 2 mois utiles avant l'automne et l'hiver. Donc, l'hiver ne permet pas de manœuvrer. Il n'empêche pas la guerre, mais il empêche des grandes manœuvres, en quelque sorte, des grandes offensives. Donc, l'objectif, en fait, des Ukrainiens, c'est de grignoter rapidement la partie, donc la rive droite du Dniepr, où il y a Kherson. C'est la raison pour laquelle ils ont bombardé notamment les ponts, parce que le Dniepr est extrêmement est large. Donc, isoler les forces russes qui sont dans cette partie-là pour espérer atteindre cette rive droite du Dniepr avant l'hiver, ce qui leur permettrait d'avoir en quelque sorte une ligne de défense anti-char conséquente pour se mettre, entre guillemets, à l'abri durant l'hiver et en vue de reprendre l'offensive au printemps 2023. Général Jérôme Pellistrandi, Emmanuel Dupuis et Slimane Zeguidon. Merci à tous les 3 de nous avoir éclairés donc après ces manœuvres conjointes entre la Russie et la Chine et plusieurs autres pays.